Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, deux boomers qui se parlent. André Berkov et François de Closet, journaliste et essayiste, auteur de la parenthèse Boomers, réconcilier les générations aux éditions Fayard. Bonjour. Bonjour. François de Closet. Alors, ce qui est bien chez François de Closet, c'est qu'il n'arrête jamais. On s'est dit, bon, il va se ranger un peu maintenant, il va faire du consensus. Pas du tout. Vous écrivez un livre qui est un brûlot évidemment renseigné, un brûlot documenté, ça ne nous étonne pas de vous. Et vous dites, en fait, la parenthèse Boomers, réconcilier les générations, mais alors, réconcilier les générations comme vous y allez. En fait, vous commencez à tirer à vue vraiment sur les plus de, les boomers, soit les plus de 60, 70 ans, etc. Je rappelle, et vous ne le cachez pas du tout, François de Closet, que vous avez 88 ans, et vous dites, nos générations, se sont comportées comme des égoïstes, elles demandent tout, elles ont tout obtenu, et je me permets de dire, et en fait, qu'est-ce qu'elles font pour la génération ? Au lieu de les emmerder, elles ne s'occupent pas d'eux. Grosso modo, je schématise, mais pourquoi pourquoi tant de haine pour les boomers ? C'est une simple constatation. Une simple constatation. La France de 1970, celle qui correspond aux années où cette génération de boomers va prendre le pays en main. C'est son tour, les générations succèdent. Eh bien, cette France de 1970, on l'a oubliée. Aux yeux de l'Amérique. Pas en se regardant le nombril. Oui. Elle était le dragon de l'Europe, le pays qui devait devenir le plus puissant en Europe. De fait, c'était la France qui était la plus influente en Europe. De fait, la France avait des finances en parfait état. De fait, la France était un grand pays industriel qui allait de l'avant. Bien. La France d'aujourd'hui, c'est une France qui ne peut plus produire ni vendre, puisqu'on a 100 milliards de déficit commercial. N'y fait même pas attention. Nous ne savons plus produire. C'est une France qui a accumulé sur le dos de ses enfants près de 3 000 milliards de dettes. Alors vous dites, pour passer d'une situation triomphante comme ça à une situation catastrophique, il a dû pendant ces 50 ans, il a dû se produire des choses épouvantables qui ont tout détruit. Que s'est-il passé ? Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de crise mondiale. Ces 50 ans qui n'ont jamais existé tout au long de l'histoire, et je les ai appelés la parenthèse. Pourquoi ? Parce que la parenthèse, ça a cette particularité de n'exister que quand ça se referme. Et cette parenthèse enchantée, dans laquelle l'histoire, avec son tragique, s'était mise en hibernation. Il n'y avait plus que de l'actualité. C'était formidable. Il n'y avait qu'à se laisser à vivre. Ça s'est terminé lorsque le coronavirus a attaqué en 2020 et lorsque Poutine a attaqué en Ukraine en 2022. Nous sommes revenus dans l'histoire. Mais donc, nous avons eu une parenthèse enchantée hors de l'histoire et de son tragique. Et la génération qui était au pouvoir, si je puis dire, pendant cette période, a détruit la prospérité de la France gaulliste. C'est quand même... On pourrait se poser des questions. Ah ben non, on le constate, tout simplement. Moi, je dis non. Alors, j'aime pas la notion de culpabilité, de responsabilité. On constate les choses. Je constate une chose, c'est que cette génération qui est arrivé dans un monde qui avait perdu la dimension du tragique, qui ne vivait plus sous la menace permanente d'avoir la guerre et puis d'avoir des famines et une crise, etc. Non! Tout était donné, on vivait dans la paix, définitivement, on était dans la croissance, on avait le plein emploi, c'était la fin de l'histoire, c'était la fin de l'histoire. Cette génération, je dis simplement qu'elle a cédé à la facilité. Vous savez, les délices de Capousse, ça n'a pas été inventé hier. Et donc, elle s'est laissée vivre. On ne peut pas, attention, en vouloir à une génération. Bah oui, il y a des générations qui sont arrivées à maturité dans un monde tragique, d'autres dans un monde plus apaisé, ben tant mieux. Mais au moins,
elle aurait pu remplir le rôle d'une génération. Qu'est-ce que c'est le rôle d'une génération? C'est d'assurer la continuité, c'est de faire en sorte que la génération suivante prenne la suite dans les meilleures conditions. Elle aurait pu au moins faire ça, pas du tout. Elle a tout pris pour elle, elle a accumulé toutes les difficultés sous forme de dettes sur la tête de ses enfants. Alors ça, je trouve ça un peu trop. Alors on va en parler longuement, effectivement. C'est le procès, d'ailleurs. Je vais me faire l'avocat, moi, des boomers, devant mon autre ami boomer. Mais on va en parler longuement et on a jusqu'à 14h avec vous aussi, auditeurs de Sud Radio. Et on réconcilie les générations autour d'un numéro, le 0826 300 300. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Alors François Closet, que je ne présente plus évidemment, c'est une phrase cliché, mais en l'occurrence pour lui elle s'applique tout à fait depuis le temps qu'il sévit dans le très bon sens du terme, que ce soit avant la radio et la télévision, les grands livres et l'écrivain et l'essayiste. La parenthèse boomers, alors elle se ferme, François Closet, on en a parlé juste avant les informations. Et simplement, on va effectivement, je vais faire l'avocat de la défense. Quand même, vous dites effectivement, la France, et c'est vrai, dans les années 70, etc., était au fait, enfin était en tout cas un des pays, que ce soit industrialisation, diplomatie, etc. Et vous dites, regardez aujourd'hui, avec la dette, avec ce qui se passe, etc., la parenthèse se referme. Et qui est responsable? Peut-être pas du désastre, mais enfin d'une certaine décomposition. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui ont fait cette France et qui l'ont ensuite décomposée? Justement pas, justement pas. Il y a une génération, si vous voulez, qui est la génération qui a redressé la France entre 1945 et, si vous voulez, 1970. Là, cette génération, elle a travaillé dur. Les 25 glorieuses. Voilà. Oui. Et génération des 30 glorieuses, hein, qui a travaillé dur, qui a redressé la France. Et ce sont ces enfants qui arrivent dans la société de consommation et qui ont devant eux un monde qui a fait disparaître tous les défis. Vous savez, Toynbee, c'est les défis qui font les civilisations. Là, il n'y a plus de défis. Plus de il challenge, n'y a plus qu'à se laisser vivre. Ouais. Et voyez-vous, ce qu'il y a de grave, c'est que qu'ils en aient profité. Ben oui, on a profité. Et on n'allait pas s'inventer des guerres alors qu'il n'y en avait plus. Mais il fallait penser à la suite. Il fallait penser aux prochaines générations. Alors, prenez un exemple sanitaire, l'exemple sanitaire. Hein. Effectivement, on n'a pas eu de grandes épidémies tout au long de ces décennies. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a détruit les arsenaux sanitaires. On avait des millions, des centaines de millions de masques, tout ça, des moyens de faire face à des épidémies. Bon, pourquoi on s'embête? Hop, on a tout fichu en l'air. Quand le coronavirus attaque, on n'a plus de réserve. Mais c'est pareil pour l'armée. Mais maintenant, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Ah ben alors, des feux, abandonnons tous nos budgets militaires. On n'a plus besoin de ça. Et lorsque Poutine attaque en Ukraine, la seule réponse possible, la seule réponse, ce serait la réponse militaire. Mais on sait très bien que nous, et là en l'occurrence, les autres pays européens sont encore beaucoup plus inconscients que la France. Bon. Donc, je ne vais pas dire. Mais le fait est que l'Europe n'est pas capable d'opposer à Poutine une armée. Alors, on essaye de jouer par des sanctions dont on est en permanence à se demander est-ce qu'elles font plus mal à Poutine ou plus mal à nous. C'est pas clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez que dans toutes sortes de domaines, cette génération ne s'est pas contentée de profiter. Bon, elle traversait une période heureuse, elle en profite. Mais en même temps, elle n'a pas aidé la génération suivante. Par exemple, elle s'est fait pour elle la retraite à 60 ans. Et puis quand elle a vu qu'elle devenait impayable, cette retraite, on a commencé à faire des réformes pour diminuer ces avantages qui pèsent sur les actifs, pas sur les riches, il faut le dire. Bon, donc on
a fait des réformes qui vont peu à peu entrer en vigueur. Mais on a appliqué la clause du grand-père. Vous savez ce que c'est, la clause du grand-père? Ça veut dire que nous, qui sommes bien installés, qui profitons de cette situation, nous... On ne touche pas. Ne nous touche pas. Ce sont des droits acquis. C'est la prochaine génération qui, elle, aura une moins bonne retraite et la suivante qui en aura une encore pire. Mais nous, on s'est fait une retraite aux petits oignons et on se la garde. Surtout, oui, sauf que vous le savez très bien, François Closet, que beaucoup de gens voient leur retraite déjà diminuer. Ça existe déjà, hein, actuellement. Que la retraite commence tout doucement à diminuer, c'est un fait. Mais alors, premièrement, il y a en France des très petites retraites à moins de 1000, moins de 900 euros, qui sont un scandale, qui doivent disparaître. Mais pendant un an, on a discuté, là, les retraites. Et on a fait croire aux Français que les retraités, tous avaient des retraites de 1000 euros ou moins. Or, c'est complètement faux. Ces petites retraites qui existent, qui sont scandaleuses, sont heureusement très marginales. Et c'est simple, hein, un chiffre. Il y a 3 fois plus de pauvres chez les moins de 30 ans que chez les plus de 60 ans. Donc, qu'on cesse de nous raconter n'importe quoi. Oui, il se trouve que globalement, en France, les seniors, ça on en reparlera, moi j'aime mieux dire les seniors là que les retraités, les seniors ont un niveau de vie déjà supérieur à celui des actifs, ce qui n'existe pas dans les autres pays, mais en outre, il y a un petit détail qu'on oublie toujours, parce que vous savez, en France, il ne faut jamais dire les avantages, il faut pleurer sur les gens, tout le monde est malheureux, tout le monde est victime, voilà, il ne faut jamais dire, eh bien je vais le dire. Vous avez les 3/4 des retraités qui sont propriétaires de leur appartement, de leur logement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de loyer. Et avec la hausse de l'immobilier dont nous avons tous, notre génération, profité, les loyers représentent aujourd'hui le quart du revenu. C'est-à-dire que par rapport à la génération suivante qui paye un loyer, eh bien, cette génération retraitée est d'un quart au-dessus. Ça, on n'en parle pas. Mais c'est quand même une réalité, moi je le dis. Tout à fait. Alors François, on a parlé de cela et c'est bon de donner les chiffres en tout cas. Alors, la question quand même, dont vous parlez dans votre livre, et on peut se poser la question, y a-t-il eu un déficit neuronal par rapport à cette génération? Parce que c'est vraiment la question centrale. Par rapport à cette génération qui a fait, après 45, qui a fait la France, qui s'est battue, le plan, etc., etc. Faut pas rappeler tout cela. Qu'est-ce qui a fait que la génération d'après, donc celle des boomers, n'ont pas à défait la chose, encore qu'on pourrait se poser les questions, est-ce qu'il n'y a pas eu un monde qui s'est défait, en tout cas ici? Pourquoi? Est-ce que négligence, égoïsme, insouciance, inconséquence? Qu'est-ce qui s'est passé? Après tout, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres ou plus aveugles que d'autres. Tout au long de ces décennies, j'ai commis un certain nombre de livres critiquant justement la façon dont la France était gérée. Et j'avais tendance à dire c'est la faute là de la droite, là de la gauche, là des syndicats, là du patronat, là. Et puis là, je me suis dit, mais non, tu n'y es pas. Tu ne vois pas le principal acteur de ce drame. C'est la génération. Qu'est-ce que ça veut dire, la génération? Ça veut dire que les gens d'un même âge ont les mêmes intérêts, un peu les mêmes idées, un peu les mêmes paradigmes. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ou oui, tout ça. Oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, la France de 1914, elle rêvait de s'affronter l'Allemagne et de récupérer l'Alsace-Lorraine. Celle de 1939, plus jamais ça, ne voulait surtout pas se battre. Vous voyez, il y a une génération, c'est un phénomène historique. L'histoire rassemble comme ça des gens d'un même âge et contemporain dans une même histoire. Bon. Et donc, la génération qui, disons, arrive à 30 ans en 1945, elle doit se mettre au travail.
elle va réussir à reconstruire la France. Et la génération suivante, elle arrive dans une France où, peu à peu, à partir des années 70, les problèmes, je vous dis, disparaissent. Les problèmes disparaissent. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle le donc, pense? Oui. à partir de là, Oui. il y a un changement qui est un changement dans la notion de liberté. Je crois que tout, au départ, se passe dans la tête. De Gaulle avait imposé la liberté citoyenne, c'est-à-dire, vous, citoyens, tous, autant que vous êtes au service de la France. Vous avez des devoirs et pas seulement des droits. Des devoirs, vous êtes au service. Et c'est comme ça que la liberté a été inventée il y a 2500 ans à Athènes. Le citoyen athénien, il était au service de la cité. Bien. Donc, c'est sur cette conception de la liberté qu'a vécu la génération, disons, à l'époque des 30 Glorieuses, mais en renaclant. Elle vivait surtout parce qu'il y avait De Gaulle à la tête, et qui l'imposait, qui ne s'en laissait pas. Tout ça, quoi. Absolument, et qui ne craignait pas de prendre des mesures très impopulaires s'il estimait que c'était dans l'intérêt de la France. N'oubliez pas, il y avait combien de Français qui l'auraient suivi le 18 juin 40, et il y en a combien qui l'auraient suivi s'il leur avait annoncé en 1958 qu'il allait leur infliger le pire programme d'austérité qu'on ait jamais imaginé, qu'il allait faire la bombe atomique et qu'il allait donner l'indépendance à l'Algérie. Sur tous ces points, les Français auraient refusé. Mais pour lui, il estimait que c'était l'intérêt de la France et il l'a fait. Et c'est comme ça que doit fonctionner la démocratie. C'est-à-dire, à sa tête, il y a quelqu'un, un groupe, bon, peu importe, qui a une volonté, mais qui est jugé. Parce qu'en même temps, De Gaulle était jugé par le peuple, il faisait des référendums, et quand il a perdu le référendum, il n'a pas fait de cohabitation, il est parti. Alors, on va voir pourquoi cet esprit de Gaulle n'existe plus, n'a plus existé juste après ceci. On continue à en parler avec François de Closet. Et comparons aussi les générations. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et les carottes ne sont pas cuites, justement, même si tout prend cette apparence. François de Closet, donc la parenthèse, effectivement, Baumers, et on va parler de la réconciliation, mais un peu plus tard. Et je vous disais, avant cette pause, nous parlions effectivement de cette génération, donc de l'après 70, ou de 68 si on veut dire, qui a mis ses droits avant ses devoirs et sa liberté avant sa responsabilité. Or, effectivement, on marche sur deux jambes, il n'y a pas de droit, dites-vous, et vous n'êtes pas le seul sans devoir, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Alors, vous dites oui, mais il y avait la paix, donc on pouvait ne plus penser, il n'y avait qu'à jouir en tous les sens du terme et se fiche de l'avenir. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais tout à fait, et parce que la notion de liberté qui structure tout a changé. Ce n'était plus cette liberté civique qui remonte à Périclès, pas du tout. C'était la liberté qui a explosé en 68, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, la liberté rien à foutre. C'est-à-dire, ma liberté, c'est instantanément ce que je veux, moi, pour moi, ici et maintenant, ici et maintenant, et le reste, on n'a pas à m'imposer des valeurs, des références, tout ça. Non, moi, maintenant. Et c'est cette liberté qui s'est imposée. Et cette liberté, voyez-vous, c'est celle du client. Le client qui vient voir sa compagnie d'assurance, et là, il faut me rembourser. Comment ? Ah non, monsieur, nous avons des... Non, faut... Le citoyen, il est dans la société. Le client, il est extérieur. Et on s'est extériorisé. On a dit, la société me doit tout, mais moi, je ne lui dois rien. Et je dois être libre. Et voyez-vous, on nous a gonflé
comble de la revendication de la liberté a été cette liberté de ne pas se faire vacciner, que certains nous présentaient comme le premier de tous les droits de l'homme. Et en revanche, de dire la population doit être vaccinée, c'était une offense, un outrage à la liberté individuelle. Vous savez, ça m'a fait penser... il y a pendant une trentaine d'années, à propos de l'automobile. D'un mot. En 1970, qu'est-ce qu'il était libre, l'automobiliste français. Il était libre de se saouler avant de prendre le volant. Il était libre de rouler à n'importe quelle allure. Il était libre de n'avoir pas une voiture en bon état. Libre de tout. Il y avait 15 000 morts sur les routes de France chaque année. Et aujourd'hui, mais cet automobiliste, il pleure toujours. Oh, je vais perdre des points. Il regarde toujours. Est-ce que je dépasse pas la vitesse? Il doit mettre sa ceinture de sécurité, etc. Il y a 3500 morts. Alors, la société de liberté individuelle, c'est la société à 15 000 morts sur les routes. La société de liberté civique, c'est la société à 3500 morts. Oui. Et moi, c'est celle que je préfère. Bon, alors là, il y aurait une grande discussion à avoir sur la comparaison entre la liberté, l'automobile et les vaccins. Je crois que c'est pas du tout la même chose, mais je ne suis pas là, on n'est pas là pour polémiquer pendant une demi-heure là-dessus, mais c'est très intéressant. Moi, je ne partage pas votre opinion là-dessus. En revanche, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez du fait que, au-delà de ces polémiques, il y a quand même des gens qui vous disent, par exemple, est-ce que vous dites ça comme c'est pour les vaccins, que moi, par exemple, voilà, on a parlé de la fête des mères, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il y a des minorités, moi je suis ceci, moi je suis cela, je suis décolonisé, je suis racisé, je suis là-dessus. Est-ce que vous mettez ça dans le même sac? Revendication, moi, ma minorité, ma communauté, ça c'est à moi, et puis vous autres, vous n'êtes pas dans le vrai, parce qu'on s'assiste à ça, le cancel culture, le woke et tout ça, vous voyez? Alors, je pense que la première, il y a deux communautés dans lesquelles l'homme doit se reconnaître, qui est sa famille et sa nation. Et que c'est aussi tragique d'être orphelin de sa famille que d'être orphelin de nation. Et effectivement, on projette... Et voyez, quand on parle des générations, on voit très bien que le phénomène générationnel, il est dans la famille... le père, le grand-père, les enfants, le petit-fils, etc. Et dans la nation, c'est la même chose, les générations qui se succèdent. Simplement, on ne veut pas le voir. On veut bien se dire qu'on aime beaucoup de nos enfants, etc. Mais on ne veut pas se dire que nous, les retraités, on fait payer nos enfants pour qu'ils nous entretiennent. Ça, on ne veut pas se le dire parce que c'est pas très élégant. Mais nous avons travaillé, nous, les retraités. Vous avez travaillé, mon cher François. Vous avez gagné votre vie. Non, mais je conteste pas du tout le fait qu'à la fin de la vie, quand on est fatigué, usé, on soit aidé par la génération suivante. Ça me paraît tout à fait normal. Mais quand je vois quelqu'un qui vient dire à 60 ans, on ne peut plus travailler, on est fini, on est usé, donc je vais à tous vous donner la retraite à 60 ans, mais votez pour moi, j'ai 70 ans et je veux gouverner la France pendant 5 ans. Non, faut arrêter d'être ridicule. Je pense que la plupart d'entre nous pouvons encore nous rendre utiles, parce que travailler, ça veut dire ça. Ça veut dire se rendre utile. On peut encore se rendre utile dans les années 60-70 ans. Surtout si on n'a pas un travail physiquement pénible. Non, on n'est pas... La retraite ouvrière, tout ce que je mets dans le mot ouvrier, la retraite ouvrière à 60 ans s'imposait en 1980 et même avant. Ça, quand je parle d'une retraite que l'on prendrait plus tard, c'est pour des gens qui sont en bonne santé et qui n'ont pas eu un métier qui les a usés physiquement, ce qui est aujourd'hui le cas de l'immense majorité des Français et des Françaises. Alors vous parlez de la famille et de la nation, François Closet, c'est intéressant. Quand vous expliquez qu'une partie de ces générations, je parle des générations que vous, non pas que vous vilipendez, mais que vous dénoncez, et quelque part jeter le bébé France avec l'eau du bain. Vous savez, on a dit, on parle plus de la France. Mais pour une raison évidente. On tient
la nation, dans la mesure où on a besoin de la nation, dans la mesure où on doit affronter des crises, des périls face auxquels la nation seule peut vous protéger. Or, à partir des années 70, nous avons fait décider que, je vous dis, l'absence de maladie, l'absence de guerre, la croissance, le travail, tout ça, c'était des acquis définitifs. Mais qu'est-ce qu'on avait encore besoin de la France? Et donc, tout naturellement, eh bien, à mesure que l'on s'installait dans cette histoire en hibernation où tout était simple, où il n'y avait plus de drame, on a mis la France au musée, on l'a sorti le 14 juillet ou pour les victoires dans la Coupe du Monde de football. Le reste du temps, on s'en fichait complètement, bien sûr. Et quand a-t-on commencé à se dire tout de même la nation c'est important quand le virus nous a attaqués et qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait que la nation qui pouvait faire un barrage à l'épidémie. C'est aussi simple que ça. C'est intéressant comment le réel frappe à la porte, c'est ça. Et voilà, le réel, c'est le grand professeur, le grand enseignant. Et le réel, en tant qu'enseignant, a complètement fait défaut au cours de cette parenthèse heureuse. Eh bien, on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio, Augustin. Et vous prenez la parole en nous appelant au 0826 300 300 et chez vous, il vous reste une demi-heure. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et direction la pointe sud-ouest à Perpignan, nous sommes avec Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour, vous deux. Voilà, moi je suis pas très contente d'entendre Monsieur François Closet parler comme ça. Franchement, il m'a énervé, il m'a coupé l'appétit, il m'a énervé, mais de chez énervé. Hein. À ce point. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, à ce point-là, parce que moi j'ai 72 ans, j'ai cotisé pendant 41 ans, monsieur. 41 ans, sans demander à qui je donnais mon argent. Je touche 1090. Je paye un loyer, monsieur, parce que si j'avais su, j'aurais fait comme mes congénères, j'aurais pris un crédit pour avoir une habitation, ça aurait été comme un loyer, et aujourd'hui, je n'aurais pas cette masse-là à donner. Et ne me dites pas, j'ai de l'allocation logement, non, j'ai 20 € d'allocation logement, et on marque parce que vous n'avez pas d'activité. Forcément, à 72 ans, j'ai pas d'activité. Et j'ai beaucoup autour de moi qui ne touchent que 1000, 1090, mais qui payent un loyer en entier. Ils croient qu'on est des nantis, comme en 68, monsieur. En 68, j'ai eu la liberté. Quelle liberté? Mon père était chez Renault, nous on mangeait à la cantine, on avait le droit à rien, tout ça parce qu'un Cohn-Bendit de mes deux, là, il a été foutre la pagaille partout, puis qu'on le revoit aujourd'hui avec sa bouche argumentée. Vous êtes pareil, vous êtes dans le même truc, vous poussez au crime, vous savez, quand vous dites des choses comme ça. Parce que moi, mes voisins, quand ils se lèvent, les petits jeunes, ils me disent souvent, alors la vieille, tu vois, aujourd'hui on va travailler pour te payer ta retraite, voilà. J'ai jamais rien dit, moi, pendant 41 ans, moi, monsieur. C'est sur quoi vous vous basez pour être aussi... Et puis tous les trucs comme les masques et tout ça, c'est pas nous qui avons dit faites comme ça, faites comme si, c'est pas nous qui avons dit mettez les retraites à tel âge et tout ça. On avait qu'à se la fermer aussi, nous, comme à l'heure actuelle. C'est un peu gros votre truc, voilà, c'est ça, je voulais le dire. Ok, Yvette, écoutez, François Closet va vous répondre, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Écoutez, madame, quand on parle d'une génération, il y a les milliardaires et les pauvres. Une génération, c'est l'âge, voyez-vous, comme critère. Donc forcément, si je parle de ce qui s'est passé à l'époque où cette génération se trouvait être effectivement en charge de la France, il y a effectivement eu des gens très pauvres, et des gens très riches. C'est pas comme si je disais les ouvriers. Les ouvriers, il n'y a pas beaucoup de milliardaires parmi les ouvriers, c'est vrai. Si je parle des bien portants, bon, il n'y a pas de malades. Là, je parle d'une génération. Et donc, le fait, et je le dis dans mon livre, et pas le livre, mais si vous le lisiez, vous verrez que je ne cesse de dire d'abord que s'agissant de la retraite ouvrière, et vous comprenez ce que je veux dire, c'est les gens qui travaillent dans les usines, sur les chantiers, dans les abattoirs, etc. La retraite ouvrière, les gens, à les métiers 60 pénibles, ans, c'est ça qu'il faut dire. devait être
tout de suite décidé, et bien avant 1982. En revanche, la retraite pour tous à 60 ans, alors que la science fait qu'aujourd'hui, à 60 ans, nous sommes dans la situation où étaient physiques, où étaient nos parents à 50, et que d'un autre côté, oui, quand ces gens jeunes vous disent « Ah ouais, mais c'est moi qui paye la retraite », mais c'est tout à fait vrai. La retraite, dans notre système, n'est pas la retraite dans laquelle nous consommons l'argent que nous avons mis de côté. Ça veut dire que nous avons payé pour nos parents et nos enfants vont payer pour nous. Vous comprenez? Et à l'heure actuelle en France, bien sûr qu'il y a des retraites, je l'ai dit et je l'ai écrit, qui sont scandaleusement basses. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais je le sais très bien et je ne dis pas le contraire. C'est une honte de laisser entendre que je dis le contraire. Je le non, dis. mais vous avez dit qu'on était des nantis quand on ne payait pas de loyer. Bah, non, c'est pas normal je ne dis pas vous avez dit la plupart de ces gens-là, ils ne payent pas de loyer oui, parce qu'ils ont acquis. Ben, heureusement, ils ont pris un crédit pour ça. Mais que je ne critique pas le fait que les 3/4 des retraités aient acquis leur logement et ne payent plus de loyer. Je le constate. Et je dis que par rapport, voyez-vous, à la génération suivante, où ils se trouvent face à des prix de l'immobilier qui ont augmenté de 50%, et ou bien ils ne peuvent pas, n'ont pas pu acheter, ou bien ils sont écrasés par le remboursement des traites, il est évident que celui qui est à 70 ans chez lui sans payer de loyer a un niveau de vie qui est d'un quart plus élevé que celui qui a 20 ans de moins et qui il doit payer son loyer. Je constate les choses. Il y a vous n'avez pas à être culpabilisé parce que vous ne payeriez pas de loyer si vous avez votre appartement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas dire que ceux qui sont propriétaires de leur logement et qui ne payent pas de loyer, ont le même niveau de vie que ceux qui... Non, c'est pas vrai. Il faut dire les choses. Et en France, on crève de ce que tout le monde veut prétendre être malheureux, se faire plaindre, etc. Moi, je sais quand... Là, ce livre, c'est le toujours plus des générations. Hein. J'ai fait le toujours plus des corporations il y a 40 ans. Tout le monde m'est tombé dessus parce que j'ai montré que telle ou telle corporation, ils ont des avantages, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens malheureux, méritants dans toutes les catégories. Mais on ne peut parler de rien si on met toujours devant les gens malheureux, qui existent, c'est vrai, et qu'on s'en sert pour cacher les gens qui sont moins malheureux, voire qui ne sont pas malheureux du tout. Moi, je veux dire les choses comme elles sont. Merci Yvette. Merci Yvette, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a beaucoup d'éditeurs. Nous sommes avec Chantal qui nous appelle de Prades. Bonjour Chantal. Chantal, bonjour. Oui. Bonjour, moi j'espère porter un petit peu de sérénité dans tout ça. Je suis pas loin de Perpignan, donc on est vraiment... Enfin, moi je suis une Catalane. Oui. Voilà, moi ce que j'avais constaté, c'est que je fais partie de cette génération, j'ai 68 ans, où nous avions, quand nous avons 20 ans, 30 ans, où tout nous était dû, effectivement, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, parce que nos parents nous parlaient de la guerre de 45, et qu'on comprenait tout à fait qu'il valait pour nous un monde meilleur. Et moi, la première, puisque j'étais dans le move, comme on dit, j'ai dit à ma fille, écoute ma fille, quand j'aurai 60 ans, tu mettras dans une maison de retraite, et tout sera bien joli. Maintenant, j'ai 68, je suis bien fière qu'elle ne l'ait pas fait. Donc nous sommes totalement, quelque part, responsables de ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous l'avons engrangé, vécu, la gym à tout prix, les rides de zéro, les choses comme ça. Mais maintenant, moi, quand je parle avec des jeunes, parce que moi je dis jeune, ma fille elle a 44 ans, et quand je leur parle, je leur dis, mais quand vous aurez mon âge, ils ne peuvent pas se projeter dans mon âge. Ils sont dans le présent. On ne leur a pas donné les moyens, puisque nous les avions, nos parents nous les avaient transmis, nous n'avons pas su transmettre dans cette société de consommation que nous avons vécue et dans laquelle je suis tombée les deux pieds dedans, je n'ai pas honte à le dire, eh bien on n'a pas su transmettre que, entre parenthèses, la richesse de l'humanité, c'était nos enfants tout simplement, et la transmission. Quand quelqu'un avant à 60 ans était encore en travail, eh bien il était le parrain quelque part du jeune qui rentrait pour lui apprendre les ficelles et les contraintes du métier. Là, nous ne l'avons plus.
Madame, ce Nous que n'avons plus du tout. Intéressant. Et ça a Ce l'air- que vous dites est admirable. J'ai rien à ajouter. On a assassiné l'avenir. C'est-à-dire que ce que l'on appelle la discipline civique, c'est la discipline au service de la société, de la nation, mais la nation, elle est dans l'avenir. Et donc, on doit apprendre, construire l'avenir par nos investissements et par l'éducation. On doit effectivement donner un avenir à nos enfants, c'est-à-dire, vous savez, dans les années 60, tout le monde disait, était persuadé que nos enfants vivraient mieux que nous. Et puis, on est arrivé dans les années 2000, où on a, au contraire, tous compris que nos enfants vivraient plus mal que nous. Parce que ces jeunes, on leur a supprimé l'avenir dans les faits, dans la tête, dans la nature. C'est cela que cette société est Tout à coupable. fait. C'est pas d'avoir été heureuse. Tant mieux si on a été heureux, si on a bien sûr. profité de l'immobilier, tout ce que vous voulez, mais nous devions aider la génération suivante à construire son avenir et non pas tout prendre pour nous. Après moi le déluge. Et ben maintenant il pleut. Complètement. Mais c'est ce que nous avons, je me permets, c'est ce que Allez-y. nous avons cru, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, quelque part on était un petit peu débenés, on était dans une société vraiment tellement luxueuse, tous ces trucs-là, et bien on n'a pas su transmettre. Et maintenant nous transmettons, mais très tard. Mais il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui nous le disent. Et qui nous disent, mais voilà, nous on veut comprendre. Ils rentrent dans les sociétés, et moi je suis une ancienne artisane, hein, et bien ils rentrent dans les sociétés, dans l'artisanat, et il n'y a personne pour leur faire voir comment il faut faire. Je crois qu'il y a une question de culture. Oui, ils restent comme ça. oui. Et il y a une question, vous voyez, fondamentale aussi, pas sans se battre la coulpe du matin au soir. Là aussi, il ne faut pas tomber dans ce masochisme-là. Non. Mais quand même, François François de Closet, il y a une question de culture et de transmission. Et ça n'a pas été fait, pas seulement par nous ou par d'autres, mais par tout un système qui a cassé la culture et cassé la transmission. Mais il est sûr qu'on a cassé la transmission, d'abord à l'intérieur des familles, hein, parce que cette notion de la liberté moi tout seul, ce que je veux, rien à faire des autres, ça a cassé l'autorité. L'autorité qui cimentait la société depuis le sommet des pouvoirs politiques, mais aussi dans la famille. Les parents, oui, avaient une autorité par rapport aux enfants. On a voulu supprimer tout ça. Et supprimant tout ça, on a fait naître l'angoisse chez les jeunes. On a fait disparaître l'avenir. Nos jeunes, on dit, ils parlent dans le présent. Oui, ils n'ont plus d'avenir. Mais est-ce qu'on leur a donné un avenir ? Oui, mais attendez, est-ce que vous ne croyez pas aussi que certains exemples d'autorité étaient faux exemples et que les jeunes ont eu aussi la réaction de dire, mais écoutez, ce que vous racontez est bidon et vous parlez d'autorité, mais dans les faits, vous vous comportez comme des responsables. L'autorité, c'est d'abord fondé sur l'exemple. Et effectivement, c'est pas facile. Et je ne pense pas que les boomers aient donné le meilleur exemple à leurs jeunes. Et quand les jeunes aujourd'hui disent, nous, on fera ce qu'on veut. Et attention, l'exemple absolu, c'est ce que nous avons fait de la Terre. Hein? Alors que depuis 1960, nous savons que les sociétés industrielles sont en train de foutre en l'air la nature, on a joyeusement continué. Et maintenant, on dit aux jeunes, eh ben oui, c'est un peu abîmé, hein, mais il faudra... Non, les jeunes disent, mais comment vous avez pu faire ça ? Comment vous pouvez maintenant nous faire la leçon après avoir commis cet écocide insensé ? Alors là aussi, c'est une grosse polémique avec François de Closet. Moi, je ne suis pas du tout de cet accord, mais on est là pour l'écouter. Mais c'est bien, puisque ça déclenche des appels au standard. Absolument. Et au 0826 Et d'ailleurs, 300 300. il va recevoir des appels. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Allez, on va tout de suite dans l'Essonne avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Sud Radio, bonjour. Monsieur Bercoff, bonjour. Encore félicitations pour votre émission. Vous avez fait un abonné quotidien de plus, depuis longtemps. Mais merci. Non, mais c'est normal. Hein. Monsieur François de Closet, très heureux
Très heureux de pouvoir échanger quelques mots avec vous. Bonjour. Déjà, j'ai 68 ans. Je suis né en 1954, donc je pense que d'après vous, je suis un boomer. mais je suis très heureux de vous écouter. Hein. Je vous ferai un compliment, puis après je pose à ma question. Hein. Ça me rajeunit. Et Monsieur François de Closet, je vais vous faire un compliment. Alors je ne sais pas si comparaison n'est pas raison, mais moi, vous avez une voix. Hein. Je me rappelle de vous à la télé. Hein. Et quand je vous entends, vous n'avez pas perdu votre verbe. Vous n'avez pas perdu, c'est quand même extraordinaire. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec vos analyses. Mais heureusement, il ne faut jamais être toujours d'accord. mais vous êtes quelqu'un de pertinent. Alors, je vais aller très vite. Hein. Moi, effectivement, je suis né en 54, 68 ans, donc je rentre dans la génération, certainement dans les cases de personnes qui a peut-être profité, sans doute, profiter d'une belle vie, pas de guerre, pas de crise. Et au niveau générationnel, ce qui m'a un petit peu interpellé dans votre intervention, moi je me souviens qu'à une certaine époque, 50 ou 60 ans, mes parents s'occupaient de leurs parents. Bon, maintenant, on a un petit peu inversé la situation, c'est-à-dire que les parents s'occupent plus et prennent en charge leurs enfants. Oui. Ça, ok, je le vis au quotidien. Mais est-ce que vous ne croyez pas, monsieur de Closet, que nos dirigeants, sans faire de politique, ne pensez-vous pas que depuis 50, 60 ans, nos dirigeants ont été un petit peu aveugles, volontairement ou frappés de cécité, par rapport à l'évolution de ce qui allait se passer dans nos sociétés. En France, on est toujours 7e, je sais pas, 7e, bon, ça ne veut rien dire. Disons, on a supprimé, 7e, oui. on a supprimé toutes nos unités de production. Donc, si vous voulez, on n'a plus rien, on ne produit plus. Moi, je ne sais pas franchement comment, la question que je vous pose, c'est celle-là. Est-ce que vous croyez qu'il est encore possible, ça c'est une question, parce que là on est en 2022 maintenant, le problème il est crucial. Notre jeunesse, nos jeunes, est-ce que vous pensez vraiment, je dirais pas qu'on peut revenir en arrière? Allez-y Jean-Claude, posez la question. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et quel serait? Parce que moi j'ai un mot, droit-devoir. Droit-devoir, et je pense qu'on a fait des générations, malheureusement avec plus de droits que de devoirs. Je sais bien que le travail n'est pas facile, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur de Closet? Écoutez, dans ce livre, vous verrez qu'il y a un chapitre gris. Tout est entouré de gris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un livre de dénonciation, c'est un livre de proposition. Et je dis ce qu'il faut faire, parce que tout de même, jusqu'à présent, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot vieillissement. Nous sommes dans une société de vieillissement. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a eu de société de vieillissement. Ça veut dire que très concrètement, là, devant nous, dans les années qui viennent, nous allons voir se multiplier les nonagénaires et les centenaires, alors j'en parle pas, et que nous n'avons rien prévu pour faire face à cette situation. Alors effectivement, quand vous dites, mais autrefois nous nous occupions de nos parents, bien sûr, mais évidemment, quand maman était âgée, elle avait simplement élevé 8 enfants toute seule. Donc elle n'avait rien fait de sa vie, donc elle n'avait pas de quoi vivre. Et c'est ses enfants qui ont dû l'aider. C'est vrai. On est parti d'une vieille... Oui, mais c'est scandaleux que les vieux, à l'époque, n'avaient rien et ça a duré jusque dans les années 70. Et puis là, il y a eu un rattrapage parce que la France se faisait plus âgée, pas encore vieille, et cette génération des boomers, elle a totalement revalorisé la condition des vieux, elle a fait que les vieux gagnent un peu plus, pas gagnent, mais ont un niveau de vie un peu supérieur à celui des actifs, des travailleurs, ce qui n'existe dans aucun autre pays. Et donc maintenant, ce sont, en même temps, ça s'est fait au détriment des plus jeunes, et maintenant ce sont les parents et les grands-parents qui aident leurs enfants, tout comme ou leurs petits-enfants ou leurs petits-enfants, tout comme il y a 50 ans, c'était au contraire les enfants qui aidaient leurs parents vieillissants. Mais je pense que pour faire face
à cette vague vieillissante qui arrive, eh bien, il va falloir changer notre société. Ce ne sera plus seulement une société dans laquelle on travaille, on gagne de l'argent et puis on consomme. Non, ce sera une société qui devra retrouver du lien. Parce que, voyez-vous, pour faire face à cette multiplication des vieux de 90, 100 ans, qui n'ont pas seulement besoin qu'on leur verse une pension. Il faut qu'on les aide, qu'on les assiste. Ce sont des sociétés, des générations qui vont se retrouver en état de dépendance. Et où va-t-on trouver 1 million de personnes pour venir permettre à ces personnes de vivre chez elles, toutes seules, abandonnées? On sait très bien. Et qu'on n'aura pas d'argent et qu'on ne trouvera pas les gens pour faire ce travail. Donc, il faut réorganiser notre société, c'est ce que je propose. Et je dis quelles sont les mesures à prendre pour refaire du lien social, c'est-à-dire pour que les boomers, les seniors, ceux qui ont entre, disons, 60 et 80 ans, qui sont encore en parfaite forme physique, ceux-là aillent au-devant des plus vieux, des plus anciens, et les aident. Et il faut organiser cette solidarité. À ce moment-là, les personnes très âgées seront moins malheureuses, ne seront plus abandonnées, et sur le plan financier, ça ne ruinera pas la France. Seulement, il faut changer nos relations, il faut recréer du lien social, une société plus humaine et pas seulement commerciale. Vous voyez que François Closet a des propositions, et moi je le vois très bien se présenter à la présidence de la République dans 4 ans. Ça va vite, 4 ans, François. Oui, je serai un peu jeune quand même. Et nous sommes tout de suite avec Loïc qui nous appelle de Lourdes et qui est loin d'être un boomer. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Et j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais c'est pas le cas, vous me le dites, parce que je suis dans un petit village qui ne capte pas super bien. Donc, eh bien, on vous entend bien, Loïc. On vous entend, bon, allez-y. Merci. C'est juste pour dire que déjà, bon, je suis d'accord avec ce qu'il dit qu'il faut changer. Là, je suis totalement d'accord, il faut changer de paradigme. D'ailleurs, je pense que le paradigme va se changer naturellement et on est rentré dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire que l'ancien paradigme, c'était assurer sa sécurité. Donc, construire sa maison, avoir de l'argent pour renforcer son foyer et assurer sa sécurité. On part vers un nouveau paradigme et on peut le voir déjà maintenant, c'est l'entraide. L'entraide avec comme ce qu'ils proposent. Mais ça se voit pour les anciens, il y a l'aide à domicile qui est en train d'exploser un peu de partout. Ça crée de l'emploi pour les nouvelles générations qui aideront les plus anciennes. Donc déjà, ça c'est un bon point. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent prendre ce genre d'emploi, attention. Mais il y en a. Il y en a de plus en plus. C'est vrai. Et d'ailleurs, allez-y, Loïc. Il y a beaucoup de cités d'ailleurs où ils sont en train de créer des choses fabuleuses. Moi, j'ai un ami qui est dans une cité où ils sont en train de créer des choses fabuleuses où ils aident les gens autour d'eux. Donc ça casse un peu les a priori, on va dire, sur les gens de cité. Et ensuite, j'aimerais vous poser une question, en fait, par rapport à ce que vous dites. En fait, vous dites que c'est la faute aux gens de la génération d'avoir laissé faire. Mais ne pensez-vous pas que ça a été fait à leur insu, en fait, qui se sont fait manipuler un peu par le système, par ce que voulait le système, par les émissions de télé, par les musiques, par les stars qu'on a mis en avant, qui montraient cette nouvelle façon de vivre, qui était en fait la liberté, penser à soi. Ça a été un peu imposé à ces gens-là, dans leur inconscient. Nous sommes en démocratie. Et en démocratie, ça nous retire l'excuse des dictatures. Quand on est en dictature, on dit « mais on nous a imposé ça, on n'y était pour rien, on ne le voulait pas, mais on était obligé de le faire parce que c'est une dictature ». Une démocratie, monsieur, c'est l'engagement de tous les citoyens. Et si au total, la politique qui est faite dans une démocratie ne convient pas, on ne peut pas dire que c'est une puissance étrangère qui nous l'a imposée. C'est tout de même les Français qui, dans leur majorité, l'ont choisi. Non, François, il ne parle pas de ça, il parle d'idéologie. Et vous savez très bien que l'idéologie, c'est pas le pouvoir politique. Alors, si on parle de l'idéologie, il est tout à fait exact que c'est développé une idéologie toujours contre le collectif et pour l'individuel, une idéologie stupide, facile et détestable. Et donc il nous faut sortir pour retrouver une idéologie du nous et du tous ensemble, pas seulement du moi d'abord et tout de suite. Un exemple, ma génération, parce que moi je suis de 86, par exemple dans les années 90, le rap que j'écoutais, le reggae,
qui servaient à dénoncer le système, il y avait de belles paroles, des groupes de rap comme IAM, comme Sniper, il y en a eu plein qui dénonçaient. Maintenant qu'on voit la jeunesse à quoi elle est confrontée comme musique, tout ce qui se passe à la radio, des choses comme ça, c'est des textes, des chanteurs comme en avant, qui n'ont plus de message, qui sont là pour abrutir les masses. Et on voit les émissions de télé, les cours à l'école, les notes dans les années 50, 60, le bac avait plus de valeur que maintenant. Le but est d'appauvrir les masses, parce que si on les appauvrit, ces gens-là ne peuvent pas se renseigner par eux-mêmes et ne peuvent pas se révolter contre le système. Cher ami, vous voulez me permettre une seconde de revenir dans mon rôle qui est le vieux, et de confronter mon expérience à la vôtre. Moi, mon expérience, c'est que quand j'avais 20 ans, je vivais en poésie. La poésie était un genre capital. Et puis la poésie est passée dans la musique. Et la musique des chansons des années 60, 70, c'est une merveille. Et je l'écoute toujours avec le même bonheur. Et puis après, on est passé à d'autres genres et qui, moi, m'ont pas satisfait, mais je n'ose pas le dire de peur de me dire « mais tu es en train de devenir un vieux con ». Je pense quand même que oui, on n'a pas gagné en qualité sur le plan culturel. Merci François de Closet. Et je rappelle le titre de votre livre, La parenthèse Boomers, réconcilier les générations aux éditions Fayard. Merci de passer. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaye.